Avant toute chose, donc bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Adrien, merci. Merci à vous. Alors, ce roman, donc le 16e anneau du serpent, aux éditions Malpertuis et Brouillard, c'est votre premier roman, je le disais, vous êtes journaliste, et donc maintenant aussi, on peut le dire, écrivain. Alors, l'histoire, c'est un thriller ésotérique, hein, vous mêlez un peu une aventure policière entre guillemets, en tout cas une aventure d'un thriller, avec l'histoire, la première croisade. Pourquoi justement lier comme ça l'histoire dans ce roman ? Alors en fait c'est un thriller, ce qu'on appelle un thriller historico-ésotérique. Hein. On pourrait dire un policier historique, mais c'est pas tout à fait un policier puisque la personne qui mène l'enquête c'est un moine contemporain qui vit de nos jours dans le sud de la France, qui est ermite et qui peint des icônes et qui part à la recherche d'un ami d'enfance avec lequel il a partagé son enfance à Lille et qui a disparu à Jérusalem. Et son enquête va le diriger vers deux autres récits. Un qui s'est passé dans le sud de l'Inde au début de notre ère, à l'époque de Jésus, et un autre récit qui s'est passé 1000 ans plus tard, au moment de la première croisade avec Godefroy de Bouillon. Alors c'est une passion pour vous, l'histoire, c'était essentiel en tout cas de lier comme ça, voilà, de faire un roman historique pour votre première œuvre. Alors je crois que le journaliste joue un peu là-dedans, puisque c'est vrai que j'ai essayé de faire en sorte d'utiliser un peu des techniques d'investigation pour pouvoir écrire ce roman. C'est vrai que je m'intéresse à l'histoire, je m'intéresse aux religions et aux philosophies en général, et j'aime bien les faire dialoguer ensemble, à la fois l'histoire, les philosophies, les religions. C'est un livre également très documenté, voilà, vous vouliez pas non plus mettre les pieds n'importe où et raconter n'importe quoi surtout. Alors c'est un livre qui a demandé quand même 5 ans de recherche, qui ont été effectuées il y a une dizaine d'années, à une époque où on n'était pas autant équipé d'Internet, c'est-à-dire que les recherches se sont faites essentiellement dans des bibliothèques, et notamment la bibliothèque de Lille. D'accord. Et c'était voilà, aussi important pour vous de documenter et d'être précis en fait dans les faits. Oui, parce qu'il faut respecter un certain nombre de choses, même si tous mes personnages ne sont pas des personnages historiques, mais en tout cas, tout le déroulement de la première croisade et de ce personnage emblématique de Godefroy de Bouillon respecte le cadre historique. J'ai fait des recherches à la fois en bibliothèque et je me suis rendu plusieurs fois sur place à Bouillon, qui est un lieu magnifique, un château magnifique à visiter, et à Jérusalem à 2 reprises pour faire des recherches sur place. Il y a aussi l'influence de saint Thomas, de l'évangile de saint Thomas, retrouvé assez récemment dans le cadre de l'histoire. Saint Thomas, on le connaît assez bien, c'est celui qui ne croit que ce qu'il voit. Ça aussi, ça vous a influencé, cet esprit un peu cartésien, entre guillemets? Alors moi, c'est un personnage que je trouve éminemment sympathique parce que c'est un antidote contre tous les fanatismes. Et l'évangile de Thomas, c'est vrai que quand je l'ai lu et quand j'ai lu un certain nombre de documents là-dessus, ça a été un peu une révélation parce que le livre est intéressant, parce que c'est probablement un des plus anciens en matière de propos du Christ. D'ailleurs, il ne raconte pas l'histoire du Christ, il faudrait plutôt dire d'ailleurs Jésus dans le cadre de l'évangile de Thomas. Il ne donne que des paroles de Jésus. Et il ne parle pas de la résurrection, il ne parle pas de la crucifixion, et c'est un ouvrage qui a été découvert donc dans les années, à la fin des années 40, en Haute-Égypte, et qu'on qualifie un peu de l'évangile des gnostiques, en fait. Et donc c'est lié aussi les religions, hein, très important dans le livre aussi, il y a différentes religions avec forcément Jérusalem, la ville sainte. Oui. Alors, il y en a aussi une autre qui apparaît, quelque part, c'est le judaïsme, puisqu'on parle dans ce roman aussi d'une toute petite communauté qui est la plus ancienne d'Inde, qui était installée dans le sud de l'Inde. Il en reste très peu aujourd'hui, donc c'est les Juifs du Kerala, qui est une communauté dont on ne connaît pas du tout l'origine, c'est-à-dire qu'on pense qu'ils se seraient, alors selon la légende, installés en Inde, ils seraient venus, ce serait une ambassade du roi Salomon. Plus certainement, ils se sont très certainement installés là après l'exode à Babylone. Donc on parle effectivement des Juifs, on parle du christianisme, on parle aussi des philosophies orientales, puisqu'il y a un lien très fort entre les philosophies orientales et l'évangile de Thomas. Alors c'est pour qui ce livre? Les passionnés d'histoire, les passionnés de romans policiers il y a un public type? Non, je pense que c'est tout public. Si on aime bien les romans historico-ésotériques, un peu comme Dan Brown ou cette mouvance-là, je pense qu'on prendra du plaisir à lire le livre. Et on pourra aussi le lire à un autre niveau, peut-être plus initiatique. Mais il n'y a rien de compliqué et de très précis, ou en tout cas de réservé aux initiés. Hein. Dans le livre, il ne faut pas connaître justement l'histoire des croisades ou des religions pour se passionner aussi du roman. Non, écoutez, je reste quand même avant tout
surtout un écrivain, mais aussi un journaliste. Voilà. Et donc, je fais en sorte d'expliquer et de décrire au maximum ce que j'imagine dans toute la documentation que j'ai pu compulser. Alors pour finir, hein, je vais remontrer le livre rapidement, le roman Le 16e anneau du serpent. Dernière question, pourquoi ce titre ? Alors pour cela, il faut lire le roman, parce que ça, c'est une clé que je peux pas donner immédiatement. Avec un petit clin d'œil, c'est vrai que j'ai commencé peut-être l'écriture de ce roman en 96. À part ça, disons qu'il faut le lire pour le comprendre. Alors c'est aux éditions Malpertuis et Brouillard. Merci Paul Dandin-Claveau d'avoir été avec nous donc pour parler de ce premier roman pour ce qui vous concerne, Le 16e anneau du serpent. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. Dans un instant, l'information continue. Météo, trafic à suivre. C'est au bord de la rivière Tungabhadra, au Kerala, dans le sud de l'Inde et au début de notre ère, que commence le 16e anneau du serpent. Je voyais un tableau sans fin d'or, d'azur et de nacre. Je ne pensais à rien sinon poursuivre le vol d'un oiseau. Était-ce l'océan que j'avais découvert enfant, après 3 jours de marche, sur la côte de Malabar, ou le ciel de Vijayanagar ? M'étant choisi un point fixe dans ce décor qui n'en comportait aucun, j'avais commencé à dessiner avec mon regard une spirale. Elle me permettrait peut-être d'atteindre les limites de cet infini où je me trouvais. Près de 1100 ans après le début de cette histoire, 11 000 chevaliers s'apprêtent à prendre le chemin de Jérusalem. C'est l'une des 3 armées qui a répondu à l'appel du pape Urbain II. Ils sont bien décidés à reprendre le tombeau du Christ. Les croisés de Bouillon avaient peu dormi, le duc encore moins. Thierry II avait fait le déplacement pour dire la messe au milieu de cette foule surexcitée. Les écuyers tenaient difficilement les chevaux. On avait entassé dans les charrettes le blé, le fourrage, moult victuailles de toutes sortes, les armes pour livrer bataille et tant d'équipements nécessaires à un si long voyage. Chevaliers et barons étaient en armes. Côtes de mailles, lances, épées et boucliers scintillaient sous le soleil de ce 15 août 1096. Ces croisés, ce sont des fanatiques, des riches en quête de nouveaux territoires, des pauvres qui cherchent fortune. Pour le duc de Bouillon, c'est un peu plus compliqué. Ces murailles ont gardé le secret de son départ. Près de 1000 ans après le départ de cette première croisade, Thomas, un moine de l'ordre des Carmes d'Échaud, quitte son ermitage du sud de la France pour partir à la recherche d'un ami archéologue qui a disparu à Jérusalem. Il lui faudra découvrir le lien mystérieux qui existe entre cette disparition, le sud de l'Inde et les croisés de Bouillon. Thomas est un ermite. C'est un moine qui passe sa vie à peindre des icônes et à prier. Cela ne le prépare pas vraiment à mener une enquête policière et pourtant il est le seul à pouvoir résoudre cette énigme. Le 16e anneau du serpent est un thriller palpitant aux personnages très attachants. La Kabbale, les philosophies orientales, le symbolisme des icônes, l'évangile gnostique de Thomas sont autant de clés qui permettront, peut-être, de résoudre cette énigme qui réserve encore bien des mystères. Et oui, on va parler d'un roman historique. C'est votre second roman, Paul Daudin-Claveau. Bienvenue sur notre plateau de Grand Lille TV. Merci, bonjour. Bonjour, Les Escapés. C'est le nom de votre livre, second roman, je le disais, paru aux éditions Satton. Alors, petite présentation. Tout d'abord, Paul Daudin-Claveau, vous êtes journaliste, spécialiste des médias. Vous avez réalisé des reportages télé, des documentaires notamment. Et je le disais, vous sortez donc votre second roman, un roman historique. Vous avez décidé de démarrer votre intrigue en avril 1917. Oui, voilà, c'est à la veille de la grande offensive en fait de Vimy, l'offensive canadienne, 9 avril 1917. Et mon personnage principal est un médecin québécois, mais d'origine française, qui a quitté la France en 1906 et qui se perd dans les lignes allemandes
avant l'offensive. Et il va se retrouver nez à nez avec un tireur allemand, Hermann Kruger. Et en fait, les deux hommes, alors Hermann Kruger est blessé, il a été victime d'une attaque au gaz, ce qui fait qu'il était aveugle. Et les deux hommes se reconnaissent parce qu'en fait, ils ont participé ensemble au secours pendant la catastrophe minière de Courrières, 11 ans plus tôt. En donc 1906. 1906, tout à fait, oui, oui. Donc ils se connaissent, ces deux hommes, l'un québécois, l'autre allemand. Ils sont amis, rivaux, comment ça se passe? Les deux, en fait, ils étaient donc amis effectivement pendant tout le déroulement de cette catastrophe et des secours à Courrières en 1906. Et en même temps, ils étaient rivaux puisqu'ils étaient amoureux de la même femme dont le mari avait disparu dans la catastrophe. Cette femme, c'est Isabelle. Oui. Comment ça se passe avec Isabelle? Alors Isabelle a perdu son mari a disparu pendant la catastrophe. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Évidemment, nous lecteurs, on le sait au fur et à mesure du roman. Mais en même temps, c'est l'occasion, au travers de ces deux histoires, de revivre non seulement tout le déroulement de cette catastrophe, mais aussi les préparatifs de cette grande offensive de Vimy. Et j'ai trouvé en fait des points communs tout à fait intéressants entre ces deux histoires, puisque en 1917, pendant la Première Guerre mondiale, tout comme dans les mines, au moment des secours, on est obligé d'utiliser des masques à gaz. On est enseveli, on est dans des tunnels, dans des galeries de mines, on est dans des tunnels qu'on a creusés pour la grande offensive. Et ce sont deux événements particulièrement dramatiques du début du XXe siècle et qui vont faire malheureusement de nombreuses victimes, puisque la catastrophe minière de Courrières, rappelons-le, a fait quand même 1100 morts, c'est-à-dire que c'est la plus grave catastrophe minière de tous les temps, en tout cas connue. Pourquoi s'être passionné, parce que j'imagine que vous êtes bien évidemment renseigné en tant qu'auteur, écrivain, journaliste, pourquoi se passionner pour cette page de notre histoire? Alors tout d'abord, il y a un travail journalistique que j'ai fait à une certaine époque sur la catastrophe minière de Courrières et sur l'offensive de Vimy. Et puis c'est une image au départ, une image qui est celle de mon grand-père, qui a participé aux deux guerres mondiales, qui était médecin, et qui, lorsqu'il a participé à la Première Guerre mondiale, s'est retrouvé perdu dans le no man's land. Et il a trouvé un cheval qui lui a permis de rentrer dans les lignes françaises. Et donc c'est cette image que j'avais envie, qui a été le point de départ de ce roman en fait. D'accord, très bien. En tout cas, Les Escapés, si vous voulez découvrir ce roman historique, c'est signé Paul Dodin-Claveau aux éditions Sutton, un livre donc à découvrir. Merci beaucoup, Paul Dodin-Claveau, de nous avoir éclairé sur votre second ouvrage. Merci à vous. Un parallèle entre la catastrophe de Courrières de 1906, catastrophe minière qui était la plus grave de tous les temps, et la grande offensive de 1917 de Vimy, donc par l'armée canadienne, qui a permis de reprendre la colline de Vimy. Et l'histoire, eh bien, c'est tout simplement un médecin qui est canadien, qui est d'origine française, qui a quitté la France en 1906, qui participe à la grande offensive de Vimy, qui se perd dans les lignes allemandes avec son ambulance et qui se retrouve face à face avec un tireur isolé allemand qui lui-même est blessé parce qu'il était victime d'une attaque au gaz hypérite. Et les deux hommes se reconnaissent parce qu'en fait, ils ont participé ensemble au secours lors de la catastrophe de Courrières en 1906, donc 11 ans plus tôt. Et ils étaient amis à ce moment-là et en même temps rivaux puisqu'ils étaient amoureux de la même femme dont le mari avait disparu dans la catastrophe. Voilà la trame du roman. D'accord, donc ça reste une fiction malgré tout dans un cadre historique ou c'est une fiction dans un cadre historique avec évidemment beaucoup de personnages emblématiques de l'époque. Je pense à Simon Rick, qui était un syndicaliste de l'époque, très important, qui a sauvé de nombreux mineurs. Je pense aussi au personnage de Clémenceau, qui apparaît dans le roman, et Émile Bassely, le député maire de Lens, un certain nombre de personnages comme ça, au docteur Lourtiz aussi, qui était un médecin des mines. Tous ces personnages apparaissent dans le roman, qui suit quand même pas mal la trame historique, puisqu'il y a aussi cette fameuse histoire des 13 rescapés de Courrières, qui, suite à à l'incendie qui s'est produit dans ces galeries, se sont retrouvés perdus dans ces galeries, où ils ont erré pendant 3 semaines avant de retrouver le jour. Et pendant ces 3 semaines, ils ont mangé des chevaux avariés, ils ont bu leur urine, bu de l'eau qui dégoulinait avec du charbon, et j'en passe et des meilleurs.